Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Valentin. Merci de nous rejoindre sur ce podcast pour parler de cette régulation en cours en Europe, cette régulation en cours en Europe qui est même tout juste terminée, ou en tout cas l'accord politique. Nous sommes vendredi 1er juillet, ça s'est clôturé dans la nuit, ces fameux échanges avec le trilogue européen, ces échanges que tu suis depuis plus d'un an pour l'ADAN, l'association qui justement représente un petit peu l'écosystème, notamment auprès des régulateurs et de l'Europe surtout ces temps-ci. Donc ça fait un an que tu as la tête dedans. On a eu l'occasion d'en faire un paquet de vidéos ensemble pour sensibiliser le grand public et les décideurs politiques sur les questions qui faisaient peur concernant le minage, concernant la finance décentralisée, concernant les stablecoins et plein d'autres sujets. Et justement, depuis hier, on sait un petit peu à quelle sauce l'Europe va être mangée. Et c'est cela qu'on va débriefer ensemble. Merci du coup beaucoup de prendre du temps alors que ces dernières semaines ont été intensives et particulièrement cette nuit. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et l'ADAN, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et puis nous donner ton ressenti également avant d'entrer pas à pas dans Mika et TFR pour ne pas les citer et comprendre les enjeux qui se sont scellés cette nuit, s'il te plaît. Merci beaucoup de le permettre et de permettre de donner ces informations qui sont à mon sens cruciales pour beaucoup, tant les utilisateurs, parce que ça va concerner, mais aussi les entreprises. Alors pour me présenter rapidement, donc je suis Faustine Fleuret, je suis présidente et directrice générale de l'ADAN depuis un peu plus d'un an, mais à l'ADAN depuis le début, depuis la création en janvier 2020. L'ADAN, pour l'Association pour le développement des actifs numériques, est une association professionnelle. Nous représentons et nous fédérons les acteurs des cryptos en France et en Europe, et aujourd'hui 168 entreprises dont nous portons la voix auprès des décideurs, des parlementaires, des autres secteurs non crypto, mais qui ont bien sûr des intérêts à regarder se développer cet écosystème. Et en réalité, ça fait même plus d'un an qu'on suit Mika, parce que pour tout petit historique, l'histoire Mika, ça commence dès décembre 2019 avec la Commission européenne qui a lancé une consultation quand elle s'est décidée à regarder comment encadrer ces marchés. On a eu ensuite une proposition sur la base des retours de consultation en septembre 2020, donc ce qu'on appelle Mika depuis septembre 2020. Et donc ce qui s'est passé hier, le 30 juin, c'est un accord politique donc, qui a été le fruit de discussions entre les institutions européennes, donc Commission européenne, Conseil de l'Union européenne et Parlement européen. Accord politique sur le contenu, en tout cas la vision de l'Europe quant à l'encadrement des marchés de cryptoactifs. Et ça, effectivement, c'était un sujet qui a été énormément scruté par les acteurs, scruté par l'industrie, scruté par les médias, Cryptost en tête de proue, et bien évidemment par vous, parce que de par le nombre de membres que vous représentez aujourd'hui, vous avez une voix particulièrement écoutée auprès des institutions politiques et Bruxelles. Avant du coup d'aller voir un petit peu les détails, ton ressenti sur cet accord politique sur le fil, juste avant que la France rende la présidence de l'Union européenne, c'était justement le pari de la France sur ce sujet-là. Est-ce que c'est une victoire? Est-ce que c'est une semi-victoire? Et pourquoi l'un ou l'autre? Alors effectivement, le pari a été tenu par la France qui a été précurseur sur la réglementation, sur sa propre réglementation en premier lieu depuis 2016 en travaillant sur le visa ICO, sur le régime PSAN, et c'est pourquoi ça tenait à la France qui avait la présidence du Conseil de l'Union européenne jusqu'à hier de finaliser ses accords politiques sur MiCA, donc le règlement marché de cryptoactifs, et sur la révision du règlement transfert de fonds, de pouvoir les boucler sous son mandat et continuer à être le moteur en Europe de l'encadrement des marchés de cryptoactifs. À notre sens, c'est une bonne chose, bien sûr, parce qu'on va vers l'harmonisation de cette réglementation qu'on a déjà en France et de généraliser finalement ces acteurs plus vertueux, plus sérieux. On va vers cette harmonisation et des conditions de concurrence équitables entre toutes les entreprises au niveau européen. Donc c'est pour ça que pour particulièrement les entreprises qui s'adressent au marché français et qui doivent déjà respecter notamment le régime PSAN, c'est une bonne chose de pouvoir généraliser cela. C'est également une bonne chose puisqu'on va permettre de faciliter l'extension
l'expansion des activités des acteurs grâce au passeport, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant soit pour les acteurs enregistrés en France, mais les acteurs enregistrés sous les dispositifs nationaux existants qui n'étaient jamais reconnus en dehors de leurs frontières. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir s'enregistrer auprès de son régulateur national et en fait être reconnu dans tout l'espace économique européen et pouvoir être autorisé à exercer. Donc en soi, c'est un booster de développement de l'activité et d'atteindre des nouveaux marchés où là, c'est peut-être un petit peu moins facile aujourd'hui. Donc de toute façon, la réglementation, c'est un catalyseur de l'adoption parce que pour les citoyens, ça va être plus confortable, plus serein, certainement, d'aller sur des marchés que l'on connaît mieux régulés. Et même pour des partenariats entre les acteurs et une industrie, par exemple bancaire et financière, qui tient vraiment en fait à la réglementation et pour qui c'est un facteur très important pour nouer ces partenariats, pour avancer avec cette industrie. Pour toutes ces raisons, de toute façon, il était relativement impossible que l'industrie reste non réglementée. On a eu des développements plutôt favorables sur les dernières lignes droites du trilogue et notamment sur MiCA. La présidence française a vraiment œuvré pour l'industrie sur des sujets particuliers, notamment les NFT, la finance décentralisée, des dénouements plutôt favorables. Et effectivement, comme l'introduit, l'ADAN représente beaucoup de professions et MiCA touche beaucoup de secteurs et d'activités différentes. Donc, finance décentralisée, NFT, PSAN, stablecoin, et même minage à un moment donné, mais on pourra y revenir. Donc, on avait l'opportunité de porter une voix vraiment transversale de l'industrie, puisque MiCA, notamment, touchait énormément de professions différentes des marchés de cryptoactifs. Donc, il y a du bon et il y a du moins bon, malheureusement. Après, on revient, on va dire, de loin sur certains sujets, mais on est quand même inquiet sur d'autres. Avant justement d'aller voir ça dans les détails, juste après cette question, effectivement, avec le travail que vous avez pu faire sur le grand public, parce que effectivement, à travers Hugo, Jules, Mélodie, qui sont aussi à tes côtés dans l'équipe de la DAN, et sur le site de l'association, vous publiez ces derniers mois des recommandations, des alertes, des points de vue en parallèle de ces discussions. Vous informez aussi vos membres et on a encore une fois fait cette série de vidéos. Donc on a pu voir ce travail que vous faites dans l'ombre. Justement, quel est le point le plus complexe que vous avez combattu aux côtés des membres, vous et les autres acteurs dans l'industrie qui ont permis d'éclairer le régulateur et justement de revenir de loin sur le fil hier soir? Quel est le point essentiel? Alors, le sujet sur lequel on revient de loin et de vraiment très loin, je dirais, c'est la finance décentralisée, puisque si on reprend la proposition originelle de la Commission européenne de septembre 2020, il n'y avait pas de finance décentralisée en Europe. La façon dont MiCA a été rédigée interdisait totalement de rendre des services ou d'émettre des actifs de façon décentralisée. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément une volonté, c'était plutôt une méconnaissance de l'existence de la finance décentralisée. Et ensuite, s'est posé la question de est-ce que MiCA doit servir à réglementer la DeFi? Est-ce qu'on doit laisser en l'état parce que c'est souhaitable, parce que la finance décentralisée présente des risques? Ou alors, est-ce qu'on revient sur cette rédaction et vers quelle issue? Donc c'est vrai qu'au début, on est parti d'une interdiction totale de la finance décentralisée et aujourd'hui, la finance décentralisée est totalement exclue de MiCA et c'était notre souhait. On va prendre le temps avec l'après-MiCA, avec des réflexions qui devront être menées au niveau des institutions européennes, de réfléchir à éventuellement un nouveau cadre et dans les temps qui sont utiles, disons, sans se précipiter, et qui soient adaptés à la finance décentralisée. Donc on est vraiment passé du noir au blanc sur ce sujet-là. Et l'industrie sera particulièrement sollicitée dans le cadre de ces réflexions et il faudra qu'on reste très vigilant puisque ça ne veut pas dire du coup que la finance décentralisée va rester complètement déréglementée. Ça veut simplement dire que les institutions européennes ont compris que MiCA n'était pas le bon véhicule réglementaire et qu'il fallait prendre le temps et
mieux connaître l'industrie. C'est vraiment un souhait que l'on comprend des dernières discussions qu'on a. Mieux connaître l'industrie DeFi pour savoir comment on fait pour émettre des règles qui sont néanmoins favorables à son développement. Je Parce que pense que c'est le plus gros combat. j'ai effectivement souvenir de voir Mark Zeller, Pablo Vera et bien d'autres acteurs qu'on a pu recevoir dans cette vidéo être très, très inquiets. Parce que dans le cadre de ce qui était imaginé à la base, Mika avait été imaginé pour des intermédiaires, auquel cas il aurait fallu que ces entreprises créent des structures dans l'Europe pour pouvoir émettre leur DAO, leur token et ce genre de choses. C'était ça qui était à la base et que vous avez défendu ardemment avec ces acteurs-là, justement. Tout à fait. En fait, la rédaction initiale, on ne pouvait rien faire sans entité juridique. Donc, on ne pouvait pas proposer de services, on ne pouvait pas émettre de cryptoactifs, et c'était vraiment une interdiction sans la présence d'une entité juridique. Donc, c'est vraiment une question de rédaction qui faisait qu'on avait cette interdiction de facto. Et aujourd'hui, il est reconnu donc que des services et des actifs peuvent être émis de façon décentralisée. Donc, c'est vraiment une avancée. Ensuite, il y a un sujet quand même particulièrement encore, je pense, tendu et sur lequel il va falloir vraiment œuvrer dans les prochains mois, les prochaines années, sur les stablecoins décentralisés. Il y a une véritable défiance, on va dire, et un doute en fait véritable sur le fait que des stablecoins peuvent être véritablement émis de façon décentralisée. Je ne saurais pas l'expliquer, mais il y a plus de doutes sur cet aspect émission de stablecoin de façon décentralisée que l'aspect fourniture de services de façon décentralisée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand on regarde le périmètre des exemptions qui concernent la DeFi, bon, de notre compréhension, les stablecoins décentralisés, il y a un doute sur le fait qu'ils rentrent dedans, mais parce qu'il y a un doute sur le fait que, avec les travaux qui seront menés, on puisse qualifier au niveau Europe des stablecoins de véritablement décentralisés. Donc, à nous de faire comprendre que ça existe, qu'il y a eu des accidents de marché récents, mais que ce n'est pas illustratif de l'ensemble de la population des stablecoins, et que par conséquent, puisqu'ils existent et qu'ils ont un intérêt, ces stablecoins décentralisés doivent être traités de la même façon dans le cadre des réflexions autour de la finance décentralisée. Et ça, effectivement, c'est parmi les accidents de marché, le fameux UST de Terra qui a été un stablecoin algorithmique, donc encore un type différent que les décentralisés que peuvent être le DAI de MakerDAO qui aujourd'hui fonctionne très bien et c'est effectivement là encore un des points d'attention. Mais donc de voir la finance décentralisée sortir de Mika est un point très positif. Et encore une fois, ça ne veut pas dire si dans quelques mois ou quelques années des nouveaux éléments sont apportés, ça ne sera pas jamais régulé, ça sera mieux régulé différemment avec justement la compréhension totale de l'écosystème. Est-ce que dans les autres points qu'on peut avancer sur ce territoire-là, on peut parler des NFT. NFT qui était là aussi un point très particulièrement d'attention sur le véhicule, sur Mika. Je sais que Quentin de Beauchesne, dans le cadre des vidéos qu'on a faites, également aux côtés de Frédéric Montagnon-Dariani, s'inquiétait de cette compréhension un peu restreinte de l'écosystème NFT, c'est-à-dire qu'ils sont tous les mêmes et que c'est des instruments financiers. Est-ce que c'est revu? Est-ce que c'est sorti? Où est-ce qu'on en est des NFT dans Mika? Alors là, l'histoire est vraiment différente par rapport à la finance décentralisée, puisque vraiment au début, dans la proposition de la commission, les NFT étaient exemptés. Et en fait, ça a énormément évolué avec l'actualité aussi, en fait, et le traitement médiatique. Et donc, il y a eu cette question à un moment donné, est-ce que les NFT rentrent dans le périmètre de Mika? Et c'est vrai qu'on a été vraiment très inquiets sur les dernières semaines. Et pour le coup, la France a vraiment œuvré pour une exemption des NFT de Mika, était vraiment très supportive et comprenait tout à fait le message, à savoir que les NFT, ce n'est pas une classe d'actifs homogène, c'est un concept technologique, on n'est pas que sur des actifs financiers, on n'est pas que sur des activités financières, et donc Mika, en tant que véhicule réglementaire, n'était pas adapté. Et donc, ça a été effectivement un point très difficile entre le Conseil et le Parlement européen, et on a abouti sur un compromis où les NFT ne sont pas qualifiés automatiquement de cryptoactifs, ce qui avait pu être discuté à un moment donné, ce qui signifie que quand un NFT n'est pas un cryptoactif, il ne tombe pas dans le périmètre de Mika. Donc disons par défaut, un NFT n'est pas dans Mika. Ensuite, il peut être, et ça va être plutôt au niveau des autorités nationales, ça va plutôt être elles qui vont devoir l'étudier, mais les NFT pourraient être requalifiés pour rentrer dans Mika, mais par défaut, ils ne le sont pas. Et ça a un moment pu être inversé, où on était parti sur une approche justement où les NFT étaient par défaut des cryptoactifs, sauf preuve inversée. Donc pour nous, c'est extrêmement positif et ça témoigne, et notamment au niveau de la présidence française qui a
qui a beaucoup soutenu ce message. Ça montre vraiment la prise de conscience sur l'éclectisme des cas d'usage derrière les NFT et donc le caractère pas forcément approprié de Mika pour l'ensemble de ces cas d'usage. Avant d'aller un tout petit peu plus loin sur les autres points et puis voir les choses qui ont moins bien fonctionné, est-ce qu'on peut on peut faire une parenthèse et refaire un point sur Mika en termes de calendrier. Là, effectivement, alors depuis tout à l'heure, je le fais ce point parce que tu utilises le mot trilogue européen, donc c'est les institutions européennes qui se sont mises d'accord. Tu me disais il y a quelques minutes avant d'enregistrer le podcast que c'est une ambition politique. Maintenant, il faut qu'elle soit appliquée. Est-ce qu'en fait, ce qu'on se dit là peut encore changer, ou est-ce que, in fine, ça sera cette version-là, inévitablement, qui sera dans les lois prochainement? Alors effectivement, alors déjà c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle d'accord politique, de façon plus juste on devrait parler d'accord politique provisoire puisqu'il y a encore un certain nombre d'étapes avant d'avoir Mika finalisé. Donc c'est pour ça que c'est pas parce qu'on a eu des accords politiques sur TFR et sur Mika ces 2 derniers jours qu'on a des textes clés en main. Pas du tout, il y a encore énormément de travail dans les prochains mois avant d'avoir une réglementation vraiment finalisée. Ce sur quoi porte l'accord, c'est en fait sur la vision de l'Europe, sur qu'est-ce qu'un cadre, qu'est-ce que le cadre réglementaire des marchés cryptoactifs. Donc par exemple, un accord sur le fait que la finance décentralisée est exemptée, on ne peut pas revenir sur ce principe-là, puisque c'est la vision, on va dire, politique. Et les débats techniques qui doivent continuer doivent désormais mettre en œuvre dans les textes, et justement donc de façon technique, cette exemption. Mais on ne pourra pas aller à l'encontre de la volonté politique de l'Europe sur laquelle on a eu ces 2 accords Mika et TFR ces 2 derniers jours. Et donc, accord provisoire, ça veut dire quoi? Parce que justement, on a encore des discussions techniques pour la mise en œuvre de cette vision politique qu'on a eue. On doit avoir une adoption de Mika et de TFR au niveau du Parlement européen et des ambassadeurs européens. Donc ça, on s'attend à ce que ce soit pas avant la rentrée, septembre-octobre. On aura ensuite, après ces étapes-là, une adoption en plénière des textes. Donc ça, ce serait... c'est vraiment un calendrier, il faut le prendre avec des pincettes. Ce serait plutôt, disons, autour de Noël, novembre-décembre de cette année, pour une publication, et ça c'est l'étape finale, au journal officiel de l'Union européenne, début 2023, ce qui correspond à peu près à une entrée en vigueur. Et donc on n'est pas au bout. Après l'entrée en vigueur, il faut attendre un certain délai pour l'entrée en application. Et ce délai peut être différent selon les dispositions. Donc disons que pour avoir... au moment, les acteurs devront être en conformité parce qu'il y aura entrée en application pas avant 2024 a priori. D'accord. Et effectivement, et dans quelques minutes, on va avoir l'autre partie TFR, les fameux à partir de 0 €, les Unhosted Wallet et toute l'autre inquiétude qu'avait l'industrie, et le Proof of Work dans quelques secondes. Mais pour finir sur les stablecoins, là aussi, on a eu quelques éléments. On sait que Circle émet depuis hier, 30 juin 2022, son stablecoin euro, l'euro C. On en a fait tout un dossier, Maximilien Pruet chez nous, qui est disponible sur Cryptost, et justement, il avait interviewé un de tes une personne de ton équipe, Hugo Bordet. Est-ce qu'on en sait justement un peu plus là sur les réserves? Tu parlais tout à l'heure de la difficulté de expliquer les décentralisés, mais sur les centralisés, est-ce qu'il pourrait à terme avoir moins de facilité à accéder à des stablecoins étrangers en Europe, et est-ce que ça serait difficile d'en émettre décentralisés en Europe s'ils doivent par exemple avoir l'équivalent des accords de Bâle, c'est-à-dire avoir une réserve importante, plus importante même que le nombre émis, et d'avoir ce qu'on appelle 1 pour 1, c'est-à-dire à chaque fois qu'on en émet un, on doit en acheter un vraiment. Donc les centralisés, est-ce qu'on sait si l'Europe va aller chercher encore un peu plus loin sa souveraineté, et pour essayer de reprendre du territoire sur le dollar qui est maître dans la DeFi, avec près de 99% des stablecoins qui sont dollars dans l'écosystème, comme on le sait? Alors, le régime des stablecoins est particulièrement complexe, et d'ailleurs, le terme stablecoin n'existe pas vraiment dans la réglementation. On parle de 2 catégories de stablecoins, les Asset Reference Token et les Electronic Money Token. Donc ça va être les stablecoins centralisés. On va peut-être pas poursuivre sur ce jargon-là, mais du coup, selon les catégories, il y a des règles qui peuvent être un peu différentes, mais donc il y a quand même en commun des exigences sur les émetteurs.
puisque donc on est sur des stablecoins centralisés, des exigences qui sont assez proches, qui se sont inspirées des exigences en matière de monnaie électronique, qui est une réglementation qui existait déjà au niveau européen. Ensuite, il y a eu une volonté d'avoir des exigences de plus en plus strictes sur justement tout ce qui n'est pas stablecoin 1 pour 1 euro. Donc, par exemple, les stablecoins multidevises ou sur des devises qui ne sont pas l'euro, où là, on a des dispositions plus importantes. Par exemple, la possibilité pour la Banque centrale européenne de mettre son veto sur l'émission d'un tel stablecoin. Une limite aussi en matière d'émissions. Donc, par exemple, en matière de volume d'émissions, on ne pourrait pas aller au-delà de 200 millions. Donc bon, ça paraît ridicule par rapport par exemple, au plus gros. Hein, L'USDT et l'USDC, c'est 160 milliards cumulés, donc oui, effectivement. Ça paraît effectivement ridicule, mais vraiment, il y avait une volonté, parce que c'est perçu comme, pour l'Europe, ceux qui présentent plus de risques en matière de stabilité financière et de souveraineté monétaire. Donc il y a eu, dans les débats qui se sont déroulés, d'autant plus de règles sur ces actifs-là. Et un autre exemple, c'est que pour ces actifs-là, donc multidevises, enfin stablecoin multidevises ou sur d'autres devises que l'euro, une obligation que l'émetteur soit implanté en Europe. Donc vraiment, beaucoup plus de règles. Alors ça a toujours été dans les débats une tendance à rigidifier le régime des stablecoins qui était déjà de base assez complexe, mais certainement avec l'actualité et une analyse plus fine des stablecoins de la part de l'Europe, sur ce segment-là qu'on a vu le plus de choses évoluer. Et comme je le disais tout à l'heure, un certain scepticisme quant au fait qu'il existe des stablecoins décentralisés. Donc c'est pour ça qu'ils se sont vraiment concentrés, on va dire, pour avoir des règles assez uniformes. Et d'ailleurs, y compris pour les stablecoins algorithmiques, où on a des obligations de réserve, un peu comme pour les centralisés. Donc un cadre qui va être extrêmement lourd. Ce qu'on a pu obtenir par rapport à ce qui avait pu être discuté, c'est qu'à un moment donné, il devait y avoir une entrée en vigueur, en application immédiate, du régime pour les stablecoins. Ça veut dire pas de délai entre l'entrée en vigueur et le moment où il faut être en conformité. Donc ça aurait pu vouloir dire début 2023, tous les émetteurs de stablecoins doivent être en conformité avec MiCA. Donc relativement ambitieux. Là, on part sur un délai de 12 mois, ce qui reste quand même assez sportif, hein. Mais un tout petit peu moins difficile et plus pragmatique que ce qui avait pu être envisagé au début. Ok, donc effectivement, ça voudrait dire, si je résume un petit peu, peut-être moins de facilité à accéder à des stablecoins décentralisés ou centralisés américains en Europe, et encore plus de difficultés demain à avoir des stablecoins européens en Europe par des entités centralisées. Alors, je pense pas qu'il y ait de difficulté d'accès pour les utilisateurs européens à des stablecoins, notamment par des prestataires étrangers. Et c'est peut-être là où on a une inquiétude particulière. Circle, qui émet aujourd'hui des stablecoins euros, effectivement, s'il fait de la sollicitation active du marché européen, demain, il devra être en conformité avec MiCA. Par contre, il y a une disposition, alors qui vaut pour les stablecoins, mais aussi pour les PSAN, hein, pour les prestataires de services sur actifs numériques, c'est que si jamais ce sont des citoyens européens qui souscrivent à l'émission de stablecoins d'un prestataire étranger ou qui veulent des services d'un prestataire étranger pas implanté en Europe, c'est possible, sans que ce prestataire soit conforme à MiCA, s'il n'a effectivement pas lui-même démarché activement le marché européen. Et pour nous, c'est là où il y a une faille, en tout cas où il y a une brèche possible à exploiter par des prestataires étrangers qui vont dire « Non, moi je ne sollicite pas activement le marché européen ». Ce sont des gens qui viennent à moi, donc je bénéficie de cette brèche qu'on appelle reverse solicitation, et donc je n'ai pas besoin d'être en conformité avec MiCA et je n'ai pas besoin de m'implanter en Europe. Là, c'est vraiment pour nous, parce qu'en pratique, c'est extrêmement difficile d'aller vérifier est-ce qu'on s'adresse activement, qu'on s'adresse pas activement au marché européen, et surtout comment on fait pour demander l'arrêt d'activité de prestataires étrangers qui s'adressent au marché européen. Là, à mon avis, c'est là où ça va être entre la théorie et la pratique le plus difficile, et on aura un gap délétère pour l'écosystème européen sérieux et régulé. Ouais, donc effectivement, cet aspect est encore en discussion, et cette fameuse guerre économique n'est potentiellement pas terminée entre les deux continents. Sur
Alors, on l'avait déjà dit ensemble hein, sur la vidéo, les quelques vidéos qu'on a sorties à l'époque des interrogations, qu'effectivement, on ne peut pas réguler Bitcoin. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à interdire Bitcoin, à appuyer sur un bouton d'arrêt parce que c'est un instrument, une blockchain décentralisée, infalsifiable, immuable. Par contre, Mika, et c'est tout l'objectif, cherche à encadrer les acteurs qui proposent des services autour, et comme tous les services dont on parle aujourd'hui, transition pour justement peut-être parler, à moins qu'il y ait d'autres points sur Mika que tu souhaites développer, tu me le diras dans quelques secondes, mais ensuite de tout ce qui est TFR, transfert de fonds, un hosted wallet, et les plateformes, parce qu'encore une fois, là pour le coup, la loi Pacte, impulsée notamment par notre ancien crypto-député Pierre Persson, avait largement pris les devants sur la régulation européenne. Donc on va voir ça dans quelques minutes, effectivement, de comment les plateformes peuvent être impactées par l'autre partie de ces grosses discussions qui sont TFR, et de voir comment elles vont être encadrées ces acteurs effectivement qui proposent des crypto-monnaies. Tu voulais, je crois, avoir vu ton expression, rajouter des points sur Mika. Ah, il y aurait beaucoup de points à rajouter, mais peut-être qu'il y a un sujet qui intéresse beaucoup, c'est le sujet environnemental et ce qui a pu être finalement décidé, parce qu'on est passé par beaucoup de phases et d'émotions sur ces questions-là. Dans l'accord du coup qui a été conclu sur Mika hier, contrairement à ce qui avait été proposé par le Parlement européen à un moment donné, alors il n'y a ni interdiction du proof of work ou du Bitcoin, mais ça avait été évacué il y a déjà quelques mois. Mais ce qui était en discussion et qui n'a pas été retenu, c'est que le minage soit inclus dans la taxonomie européenne. Ça avait été d'ailleurs le compromis trouvé pour éviter d'avoir cette proposition d'interdiction du proof of work, mais ça a été jugé également pas adapté. Et donc, on n'aura pas, les mineurs ne devront pas respecter la taxonomie européenne. Ce qui a été prévu sur le sujet environnemental, c'est que les émetteurs de cryptoactifs, notamment, évaluent l'impact environnemental des cryptoactifs qu'ils vont émettre et donnent cette information dans le white paper, mais aussi que du coup les prestataires de services sur actifs numériques donnent cette information sur les cryptoactifs sur lesquels ils rendent des services. Donc c'est des obligations vraiment d'information et de divulgation auprès du client qui ont été décidées, avec un travail qui va devoir être poursuivi au niveau européen sur quelles sont les informations, comment divulguer ces informations sur la question environnementale des cryptoactifs. Et on sait qu'on a en parallèle en France des travaux aussi sur l'impact environnemental, en tout cas une étude sur l'impact environnemental des cryptoactifs qui est réalisée au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc c'est des travaux qui se télescopent un peu. Mais qui vont être tous les deux utiles dans le cadre de ces dispositions à préciser pour l'entrée en application de Mika. Peut-être un autre point qui peut être important, et je serai très, très brève, mais parce qu'on a beaucoup parlé de Mika 2 dernièrement, pour dire qu'il peut y avoir autre chose que Mika. Je voulais y venir en fin de podcast, effectivement. Ah bah, je veux pas spoiler, alors si tu ça sera effectivement la dernière bonne nouvelle de ces derniers échanges. C'est effectivement Mika 2 que Christine Lagarde en ce moment est en train de pousser en ce moment au niveau de l'Europe. Effectivement, sur liaison entre les deux, ces plateformes, donc, ou en tout cas c'est toutes ces taxonomies ou ce genre de choses qui auraient pu impacter l'Europe d'une mauvaise manière, sur laquelle vous avez reculé. Il y a aussi tout ce qui va toucher au transfert de fonds. Donc là, c'est une autre partie, c'est pas Mika, c'est TFR, mais c'est globalement les deux trucs qui étaient les plus observés en ce moment dans l'industrie. Donc TFR, la Travel Rule. Première chose qu'on sait, c'est l'inquiétude ou la demande en tout cas de pas que ça soit KYC dès le premier centime d'euro, dès la première transaction. Et bien finalement, ça pour le coup, ça sera le cas pour Nopsan et l'équivalent de Nopsan européen. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aura une uniformisation un petit peu de ce qu'on connaît déjà aujourd'hui sur le territoire français, ces fameux PSAN, prestataires de services sur actifs numériques, niveau européen, et que tout le monde devra communiquer les informations des clients. Alors, justement, TFR et la Travel Rule, c'est pas tout à fait le KYC. C'est un peu différent. Effectivement, en France, on est très familier
au niveau des PSAN, de l'identification et des vigilances sur la clientèle. Là, la Travel Rule, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, qui n'existe pas au niveau français et qu'on va mettre en place au niveau européen directement et qui consiste en l'échange d'informations entre prestataires sur les transactions qui sont effectuées par les clients de ces prestataires. Donc, entre la plateforme A et la plateforme B, s'il y a des échanges entre les clients de ces plateformes, il faut que les informations sur qui sont les contreparties sur la transaction, les montants, soient échangées entre les prestataires. Et c'est ça la Travel Rule. Et ça, ça va être plutôt une innovation, y compris pour les PSAN français, même si sur le reste de tout ce qui est lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ils sont déjà encadrés et donc ils connaissent très bien. Il y a plusieurs sujets effectivement sur la Travel Rule tu parlais à l'instant du seuil, c'est qu'effectivement sur ces échanges d'informations, elles seront demandées au PSAN, quel que soit le montant de la transaction. Donc il y aura un échange sur les informations des clients, sur les informations, sur les transactions, quelle qu'elle soit, quel que soit le montant. Et effectivement, c'est quelque chose de différent par rapport à des transferts de fonds classiques. Donc, par exemple, entre des clients de banque, les transferts de fonds traditionnels, où il y a un seuil de 1 000 euros qui est prévu. Donc, ça nous semblait, et ça nous semble toujours d'ailleurs, assez incompréhensible en sachant que la transparence et la traçabilité est renforcée sur les échanges des réseaux blockchain par rapport au système financier classique. Donc, on a ce premier sujet, bien sûr. En autre sujet sur lequel il y a eu une petite amélioration, mais qui reste un problème, les PSAN vont devoir vérifier et divulguer les informations sur les détenteurs de portefeuilles privés, donc les fameux unhosted wallets, pour toutes les transactions au-dessus de 1 000 euros. Et donc là, ça veut dire qu'on est sur un périmètre extensif où c'est pas seulement les transactions entre plateformes centralisées qui sont concernées par la Travel Rule, mais aussi entre une plateforme et un portefeuille privé d'un utilisateur. Donc mon MetaMask ou ma Ledger, ces fameux unhosted wallets dont on avait si peur, seront dans ce spectre-là. Voilà, alors ce qui ne sera pas dans le spectre, et ça, heureusement, on est très content, c'est les échanges entre portefeuilles, c'est-à-dire où il n'y a pas du tout de plateforme. Donc ça, c'est complètement en dehors du périmètre. Par contre, effectivement, une transaction entre une plateforme et un MetaMask ou quelconque sont dans le périmètre de la Travel Rule, avec du coup une demande pour les plateformes de donner et de vérifier les informations sur ces détenteurs de portefeuille pour tout ce qui va dépasser 1 000 euros. Et comment pourrait-elle s'assurer que c'est bien d'un unhosted wallet qu'il sort ce 0x et quelques par rapport à une plateforme centralisée? Quelle serait l'astuce pour savoir ça? Alors, c'est un peu le message qu'on a porté, mais sur l'ensemble du sujet Travel Rule, c'est qu'aujourd'hui, en termes opérationnels, ça va être relativement compliqué à mettre en place et encore plus en fait sur ces échanges qui vont impliquer des portefeuilles non hébergés, enfin des unhosted wallets, des portefeuilles privés. Donc, il y a un gros enjeu opérationnel qui est assez intrinsèquement lié à un enjeu de souveraineté, puisqu'il y a des initiatives de solutions, de canaux d'échange en cours depuis plusieurs années, mais ce sont des initiatives pas européennes et donc ce seront des solutions, on va dire américaines ou asiatiques probablement. D'où notre inquiétude, puisque ce sont vraiment des flux d'informations et de données qui vont être stratégiques sur les nouveaux flux financiers en fait, que vont proposer les marchés de cryptoactifs. Et donc, on n'aura pas la vision, le contrôle, on n'aura pas de solution européenne pour ces échanges-là, ce qui pose d'énormes problématiques en matière de souveraineté, ce que je disais, et éventuellement de confidentialité et de vie privée. Alors après, ce qu'on a compris sur ces règlements de transfert de fonds et ce qui a pu être ajouté, c'est que dans le cas où une divulgation d'informations pose des questions du point de vue de la vie privée et les prestataires ne seraient pas obligés de divulguer ces informations. Parce qu'effectivement, il y avait une crainte, par exemple sur des plateformes pas forcément pas agréées au niveau européen ou sur lesquelles on aurait un doute, de donner des informations sensibles. Donc ça, a priori, ça aurait été renforcé pour que de ce point de vue-là, la vie privée soit mieux préservée. D'accord, donc effectivement, ça sera l'un des points d'attention. Est-ce que justement, là, tu parlais de ce que tu souhaitais encore faire passer comme message et de ceux que vous avez
réussi à faire passer jusqu'à présent. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les coulisses de ces échanges-là? Comment ça se passe? Comment l'ADAN, comment tu ou avec ton équipe essaye d'expliquer à nos régulateurs ou aux institutions européennes? Est-ce qu'ils comprennent rapidement les messages? Est-ce qu'il faut les avoir beaucoup de fois au téléphone? Est-ce que c'est des mails? Est-ce que c'est dans les fauteuils feutrés rouges de la présidence ou je ne sais quoi? Comment ça se passe en fait, cette éducation? Alors, il faut se remettre dans le contexte que les trilogues ont été extrêmement rapides. Les trilogues ont commencé entre fin mars et début avril et se sont donc terminés les 29 pour TFR et 30 jours pour Mika. Donc on est sur du 2 mois, 3 mois de trilogue, ce qui est extrêmement rapide par rapport à l'ampleur de la tâche, surtout par rapport à beaucoup de problématiques, même si certaines sont soldées de façon favorable, et l'ampleur du travail à la fois pédagogique et de visibilité du secteur et de connaissance des entreprises. Donc c'est passé par énormément de choses, c'est passé par les vidéos et ça a été extrêmement utile en matière de vulgarisation et de contenu facile d'accès pour derrière passer des positions beaucoup plus techniques et aller dans des débats beaucoup plus approfondis. C'est des échanges qu'on a pu avoir de façon privilégiée parce que la France était à la tête du Conseil de l'Union européenne et donc particulièrement moteur et ont su nous écouter et être disponibles, il faut reconnaître. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est très satisfait de l'issue sur la DeFi et sur les NFT. Ce qui prouve que ces échanges ont été productifs et qu'on a été écoutés. Donc ça a été une bonne chose en soi que la France pilote pour ces messages qu'on a pu passer plus facilement. On a dû passer ces messages au niveau des institutions européennes. Donc oui, bien sûr, ça veut dire rencontrer, ça veut dire solliciter des parlementaires, d'autres représentants au Conseil de l'Union européenne, continuer à échanger avec la Commission européenne dans ces délais extrêmement courts et extrêmement contraints. Ensuite, mais c'est un peu sur... on en a déjà un peu parlé, mais ce qui s'est conclu hier, ce sont des accords politiques sur les visions politiques, sur Mika et sur TFR, mais le travail n'est absolument pas terminé. Et Mika n'entre pas en application demain. Donc ces échanges ne vont pas ne sont pas prêts de se terminer. Et au contraire, on aura encore beaucoup de phases de consultation de l'industrie par rapport à notamment des textes techniques qu'il va être nécessaire de préparer au niveau des régulateurs européens ou des rapports qui devront être préparés par la Commission européenne et qui seront, alors tout ou partie, je ne sais pas, mais soumis à consultation de l'industrie. Donc il faut qu'on reste extrêmement mobilisé et extrêmement unis également dans les messages que l'on va devoir porter encore dans les prochains mois et dans les prochaines années, sur Mika, TFR bien sûr, mais en fait sur toutes les composantes de la réglementation, parce que malheureusement, ça ne sera pas terminé non plus, il y aura d'autres textes et on aura des textes révisés, des Mika 2, des TFR 3, donc tout n'est pas, on est loin de la fin. Et effectivement, c'était éminemment politique, puisque si la France n'avait pas conclu cet accord dans la nuit, c'était la République tchèque qui prenait la suite de la présidence de l'Union européenne. Donc cet accord a été un petit peu accéléré pour cette précision-là. Et ce qui a permis à notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, de pouvoir répondre un petit peu dans le communiqué de presse qu'a donné l'Europe à la suite du trilogue, justement, ce communiqué de presse dans lequel Bruno Le Maire se félicite d'avoir trouvé un accord qui protège le grand public et qui permet à l'innovation de se développer. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse de Bruno Le Maire, avec cet équilibre qu'il estime que justement le trilogue a trouvé? Alors encore une fois, il y a du bon et du moins bon. Il y a du bon sur la compréhension plus fine qui a permis d'exempter DeFi et NFT, par exemple, de Mika, de comprendre les problématiques des PSAN et par exemple de faciliter pour des PSAN déjà autorisés sous des régimes nationaux la transition vers le régime européen. Donc il y a des choses positives. Ensuite, notre inquiétude, je pense, la plus importante, et elle est assez macro, c'est qu'on réglemente vite. L'Europe est en avance. On est allé assez loin sur des sujets, la travel rule, les stablecoins. On veut aller loin sur d'autres sujets, parce que NFT et DeFi, on va réfléchir. NFT, il y a des réflexions sur quel serait un régime ad hoc pour les NFT, donc potentiellement un texte dédié. DeFi également, est-ce qu'on va mettre en place une réglementation dédiée? Qu'est-ce qu'on va réintégrer dans Mika? Parce que cette question va se poser. Et donc, on va très vite, on est très en avance par rapport à tout le monde.
par rapport aux États-Unis, par rapport au Royaume-Uni, par rapport à l'Asie. Donc on est une juridiction très bien disante. Attention, puisque si on est trop disant et si les acteurs n'arrivent pas à être en conformité avec des réglementations difficiles, pas proportionnées, parce que ce qui n'a pas été, disons, corrigé dans MiCA, par exemple, et dans TFR, c'est cet aspect progressivité et proportionnalité que l'on appelait de nos voeux pour tenir compte du profil de l'industrie. Donc on a des gens pour qui la marge va être extrêmement haute entre la réglementation par exemple française ou même celles qui sont en train pour les plus jeunes d'essayer de se mettre en conformité avec, et la réglementation européenne où par exemple on a des exigences de fonds propres pour tout le monde. Ça sera pas simple, hein. Et sur les stablecoins par exemple, les exigences de fonds propres, elles sont importantes, mais elles sont encore plus importantes quand on émet des stablecoins qui sont jugés significatifs. Et est-ce qu'on a des risques justement que des acteurs qui sont déjà PSAN, qui sont déjà encadrés aujourd'hui, ne puissent pas se mettre à niveau demain et disparaissent de l'écosystème alors qu'ils étaient pionniers aujourd'hui? Alors, en tout cas, il y a une intention pour les PSAN déjà existants et déjà autorisés au niveau des régimes nationaux, hein, la France ou autres. Il y a une volonté de leur faciliter, on va dire, la vie avec des procédures justement d'accès facilité au régime européen. Parce que, et c'était le message qu'on portait, à la limite, c'est pas eux qui vont porter le plus de risques. Et c'est peut-être pas sur ces gens-là qu'il faut se focaliser en premier lieu quand on va devoir mettre en place la MiCA et la supervision des acteurs. Donc ça a quand même été on en a quand même tenu compte. Donc concrètement, ça veut dire une période de tolérance aussi pour des acteurs déjà autorisés sous des régimes nationaux. Donc pour les PSAN, ça serait 18 mois de tolérance en plus si on est déjà autorisé. Donc, ce qui veut dire autorisé doit être précisé. Est-ce que c'est les PSAN enregistrés? Est-ce que c'est les PSAN agréés? Donc Ok. là, on attend des précisions additionnelles. Mais pour ces gens-là, d'ici soit l'entrée en vigueur, soit l'entrée en application, s'ils sont déjà autorisés sous des régimes nationaux, ils auraient 18 mois de plus, en gros, pour se mettre en conformité à MiCA. Donc ça, c'est Ok. une excellente chose. Mais ça veut pas dire... Enfin, le message que nous, en tant qu'association, on porte, c'est plutôt que c'est une bonne façon d'anticiper et d'être prêt à temps, plutôt que de peut-être prendre trop de temps, en sachant que entre l'enregistrement simple et MiCA, il y a énormément de différences et Ouais, bien sûr. énormément d'exigences importantes avec lesquelles il va falloir se mettre en conformité. Donc de là à dire certains acteurs vont pas y arriver, on n'espère pas. Et c'est pour ça que notre message, c'est de ne pas tarder à s'inquiéter de qu'est-ce que ça veut dire en termes opérationnels, en termes de conformité. Et nous, en tant qu'association, on se voudra accompagner ces acteurs-là. Bien sûr. Et toi qui, du coup, est à cheval entre et les institutions et tes membres, comment ont-ils réagi? Je pense que tu as déjà eu l'occasion d'en avoir quelques-uns. Des plus grosses plateformes ou les plus grosses... je sais que tu parlais de la DeFi, AAV, le plus gros protocole de finance décentralisé, et justement membre de la DAN. Comment ont-ils réagi? Que ça soit les plateformes ou sur TFR, ou plutôt ce dont on parlait en première partie de podcast sur la finance décentralisée. Est-ce qu'il y a des frustrations? Est-ce qu'il y a des victoires aussi de leur côté? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'inquiétudes ou est-ce qu'ils partagent la même vision que toi en tant qu'acteur direct de l'industrie pour le coup? Alors, en sachant qu'on n'a pas le texte sous les yeux et qu'on a ces informations préliminaires sur cette vision politique, les avancées que j'ai évoquées sont bien perçues. En tout cas, enfin, je porte la parole des membres. Donc, sur la DeFi, bien sûr, c'est un énorme soulagement. Et c'est pour ça qu'on sent aussi, je trouve, du côté de l'industrie, une volonté d'être peut-être plus proche des institutionnels pour leur faire comprendre ce qu'est la finance décentralisée et accompagner les réflexions qui vont avoir lieu. Sur les NFT, c'est pareil. Donc, je pense que dans les mois à venir, l'enjeu, ça va être de continuer à œuvrer main dans la main avec les autorités, parce qu'il reste des réflexions sur les questions environnementales, sur les NFT, sur la finance décentralisée, sur la qualification des cryptoactifs. Il y a énormément de questions encore sur lesquelles il faut qu'on soit présent. Et je pense que les acteurs avec certaines avancées qui ont pu être obtenues sont plus enclins
à le faire. Ensuite, sur TFR, je pense que c'est là où ça va être le plus complexe et où la marche va être certainement la plus haute et il faudra qu'on soit extrêmement vigilant. Ensuite, je pense que le sujet qui cristallise le plus de frustration, ça va être comment est-ce qu'on fait pour garantir, parce qu'on a mis en place des règles, qu'elles soient respectées et qu'elles soient respectées de tous, et y compris les grosses plateformes étrangères, et qu'on ne se serve pas de certaines dispositions des textes pour laisser des acteurs opérer sans être sur le pied d'égalité des acteurs européens, sachant que c'est délétère pour absolument tout le monde. C'est délétère par rapport aux objectifs de réglementation qu'on poursuit, que ce soit la lutte contre la criminalité financière, la protection des investisseurs, les objectifs environnementaux de l'UE. Si on ne fait pas respecter notre cadre, c'est ces objectifs qu'on manque. C'est l'industrie européenne que l'on frustre et qu'éventuellement on pousse à se délocaliser. Et du coup, c'est les citoyens que l'on met en défaut d'avoir cet écosystème, cet environnement, pardon, sûr et confortable pour eux, pour faciliter l'adoption et bénéficier de ces opportunités. Donc, il y a l'aspect réglementation, il y a l'aspect supervision et par rapport aux inquiétudes qu'on a entre les règles et la théorie et la pratique, ce qu'on a pu voir sur le régime français, entre la théorie d'un accès facilité au compte bancaire ou d'un enregistrement obligatoire et la pratique où on n'a toujours pas de compte bancaire, on a des acteurs non enregistrés qui opèrent tranquillement auprès du public français. Voilà, entre les intentions et la mise en pratique, on sera extrêmement vigilant à ce que on atteigne les objectifs qu'on s'est tous fixés, parce que à la fois les entreprises et les régulateurs ont ces mêmes objectifs. Justement, on savait que 2022 serait important pour la régulation, on ne s'est pas trompé. Tu te parlais tout à l'heure, tu as un petit peu spoil, qu'en fait c'est aussi 2023, 2024, 2025, la dizaine d'années à venir et en fait tout le temps maintenant. Mais effectivement, la grosse bascule, le point de pivot, c'était cette première version, ces textes qui viennent d'être débattus et dont on parle depuis le début. Mais il y a également, pour conclure ce podcast, MiCA 2 qui est en cours de réflexion. Donc comme tu disais, le combat n'est pas terminé, mais en 30 secondes peut-être, qu'est-ce que MiCA 2 pourrait intégrer demain et qui pourrait de nouveau être source de cernes pour nos acteurs et particulièrement pour ton équipe? Alors, depuis très longtemps, il est prévu dans MiCA une clause de revoyure, ça s'appelle, qui permet déjà d'anticiper que 1 an après l'entrée en application de MiCA, la Commission devra rendre ses conclusions sur un certain nombre de sujets en vue éventuellement de repenser à la réglementation, donc de la revoir, de la compléter. Donc, cette clause de revoyure, elle a été notamment le levier pour parler de finances décentralisées et d'expliquer qu'il faut le traiter dans des temps un tout petit peu plus sereins. Et donc, c'est pas franchement une surprise. Ensuite, du coup, MiCA 2, ça va être tous ces sujets, certainement. Ça va être bien sûr compléter et améliorer le cadre existant, donc sur les stablecoins, sur les PSAN, et ça va être traiter ces nouveaux sujets qui ont été mis de côté pour une étude plus approfondie, comme les NFT et la DeFi. Avec les délais qu'on connaît, si MiCA, on part sur une entrée en application en 2024, on pourrait parler de MiCA 2 assez vite, probablement avant l'émission d'un euro numérique de la BCE quand même. Mais du coup, effectivement, on peut s'y attendre dans les prochaines années. Effectivement, cet euro numérique, on en discutait avec la Banque de France et j'ai eu l'occasion d'interviewer la semaine dernière le directeur de l'innovation de la Banque de France qui disait que ça pouvait encore prendre du retard. Et contrairement à ce que certains pensent, ça ne sera pas une guerre avec les stablecoins puisque ce n'est pas l'objectif. Donc penser qu'on fait reculer les stablecoins en attendant que MiCA arrive, ça peut paraître un petit peu absurde. Merci beaucoup Faustine. Peut-être, est-ce qu'il y avait un dernier point dans tout ça qu'on n'a pas abordé qui te paraît important pour aller ces dernières 2 minutes de réglementation européenne pour ceux qui n'en ont pas assez?
On n'en a jamais assez de réglementation. Après un an, effectivement, ça va être compliqué de tout synthétiser en 1 heure. Mais Non, en tout mais cas, ça doit être très apaisant aussi pour vous d'en arriver là aujourd'hui après tant de combats. C'est ce qu'on disait à l'entrée, quoi. bah, c'est une étape clé. On s'y attendait. Et comme je disais, le pari a été tenu par la présidence française d'avoir cet accord et donc une vision beaucoup plus claire sur des sujets assez importants pour démarrer ce nouveau semestre 2022. Un dernier message à la rigueur, c'est effectivement que tout n'est pas terminé. Donc, il y a eu des bonnes et des mauvaises nouvelles. Il faut continuer à œuvrer dans tous les cas. Il faut que l'on continue à faire de la pédagogie pour faire comprendre cet écosystème. Il faut continuer pour tous les textes techniques, tout le niveau 2, à être présent, à être là pour accompagner la réflexion des institutionnels et porter la voix des acteurs. Et il faut absolument anticiper dès maintenant qu'est-ce que ça veut dire une réglementation qui arrive dans les prochaines années pour s'y préparer, pour s'outiller, pour se staffer. C'est certainement pas le meilleur contexte de marché pour en parler, mais c'est important C'est d'anticiper. pendant le bear market qu'on build. C'est ça. Et qu'on revoit ces allocations de budget. Mais du coup, pas oublier que la réglementation arrive et nous, on va s'efforcer de continuer tout ce travail-là. On a cette ambition de s'implanter encore plus proche des institutions européennes, s'implanter à Bruxelles, développer encore plus nos activités européennes pour représenter l'écosystème, l'industrie européenne, française et européenne, et porter les voix des acteurs qui sont toujours plus nombreux à la DAN et que l'on défend au jour le jour. Et qu'effectivement, je crois avoir vu de bruits de couloir que vous préparez aussi de la communication ou une campagne de dons ou quelque chose de similaire pour essayer de vous développer justement à Bruxelles. Parce qu'aujourd'hui, votre modèle économique, c'est vos membres qui financent par des cotisations vos actions. Vous êtes une association, vous êtes 4 ou 5 4 à temps plein et un stagiaire, ça dépend des périodes. Donc, disons 4 à temps plein. 4 à temps plein, donc effectivement pour tout le travail qu'il y a à faire aujourd'hui et qui s'intensifiera demain, je sais que vous cherchez des modèles différents dont on se fera forcément l'écho chez Cryptos quand ils auront été trouvés pour que la communauté puisse y prendre part si elle le souhaite. Donc voilà, si en 30 secondes, si on veut effectivement terminer, globalement, l'Europe, on le dit souvent sur les plateaux de télé, je sais que les avocats d'Orwell le disent bien souvent, surtout quand il y a des inquiétudes et qu'il y a des gens qui se déplacent sur le territoire, sur le globe au fur et à mesure de la régulation. C'est bien qu'il y ait une régulation, c'est important de savoir où on va quand on y va, donc c'est cool et important dans tous les cas que l'Europe se positionne en maître sur ce territoire-là. Il ne faut pas le faire trop mal. A priori, c'est la seule subtilité qu'il va falloir garder à l'œil, même s'il y a déjà des points qui se sont prononcés, on l'a vu. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une chose réussite, alors ce MiCA 1 et TFR actuel, pour que l'Europe brille sans s'ostraciser et que l'innovation continue? On va dire que ça aurait pu être pire. Et il y a des bonnes choses. Mais si vous souhaitez tout connaître, un peu mieux comprendre, voire avoir directement la voix de nos interlocuteurs européens, je rappelle qu'on a notre événement annuel le 18 juillet prochain qui s'appelle le Crypto et Finance Forum, toute la journée à la Maison de la Mutualité, où on aura la chance d'avoir la Commission européenne, l'AMF, le Trésor qui vont intervenir et qui vont pouvoir éventuellement réexpliquer, donner plus d'informations, répondre à vos questions sur tous ces sujets réglementaires et pas uniquement forcément. Donc, j'invite tout le monde à y participer. Le site, c'est cryptofinanceforum.fr pour vous inscrire. Et je les mettrai en description. Et effectivement, Cryptos est partenaire média de cette édition. Donc, c'est très intéressant, effectivement. Et on y sera. Et j'aurai l'occasion et l'honneur d'y être sur scène avec quelques autres intervenants. Merci beaucoup, Faustine. Et de toute façon, forcément, cette régulation créera des frustrations, des doutes, des inquiétudes. Et on essaiera de les commenter et de les faire comprendre à travers Cryptos, les podcasts, le site et d'autres formats. Merci beaucoup, Faustine Fleuret. Merci.